Toujours donc dans la fameuse partie de responsabilité du fait des animaux, donc dans la masterclass de droit des obligations. Donc la responsabilité du fait des animaux, c'est donc l'article 1385 du Code civil qui requiert cette fois donc 4 conditions. Le gardien de l'animal, à ne pas confondre avec la notion de gardien au niveau de la chose. L'animal susceptible d'être gardé, le fait de l'animal en lien causal avec le dommage subi de la victime et le dommage subi donc par un tiers. Dans ce cas-ci, ici, il y a donc le fait de l'animal comme le fait de l'élève pour le régime des instituteurs ou le fait de l'enfant mineur pour les parents parce qu'il y a donc le fait d'une un fait blessant, on va dire en quelque sorte, parce que je ne peux pas dire le fait d'un être humain vu que ce n'est pas un être humain, c'est une chose dans ce cas-ci, mais parler de choses pourrait confondre avec le régime des choses. Donc ici, il y a vraiment ce fait qui revient encore et donc qui a bien garder en tête au niveau des différentes conditions. Et donc juridiquement, il faut savoir donc qu'un animal, c'est vraiment considéré comme une chose. C'est un peu triste dit comme ça, mais c'est ainsi juridiquement. C'est pas pour autant qu'on va le confondre à une chaise, ne vous en faites pas. Et donc le législateur, il est donc bien conscient des dommages qui pouvaient être causés par les animaux, ce qui fait qu'il va vraiment prévoir cette responsabilité particulière. Et donc cette disposition, elle va régir la plupart à la base des accidents de la circulation, qui étaient donc les accidents d'attelage en 1804. Et au fil du temps, ça va vraiment se diversifier, parce qu'en fait, les animaux, ils pouvaient vraiment être à l'origine de dommages corporels, matériels ou moraux. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment se retourner contre eux. On ne va pas aller amener un chien au tribunal. Donc on se retournait donc contre son gardien dans ce cas-ci. La toute première condition donc, à l'application de 1385, c'est donc ce fameux gardien de l'animal. Donc 1385 qui va rendre responsable du dommage causé par l'animal le propriétaire ou alors celui qui va s'en servir pendant qu'il est à son usage. La responsabilité, elle va peser soit sur le propriétaire, soit sur celui qui se sert de l'animal. Entre les deux, donc la responsabilité, elle va vraiment rester alternative, elle ne sera pas cumulative. La victime, elle ne pourra pas assigner les deux à une condamnation in solidum. À titre principal, elle peut aller condamner le propriétaire et à titre subsidiaire, donc celui qui s'en sert, celui qui avait la détention matérielle, voire la garde au moment des faits. Mais in solidum, dans ce cas-ci, c'est totalement impossible. C'est possible de condamner in solidum plusieurs co-gardiens au moment du fait dommageable, donc qui disposaient simultanément d'un pouvoir incontesté de direction et de surveillance de l'animal, sans intervention du propriétaire. On ne peut pas assigner le propriétaire et d'autres personnes. C'est vraiment ça qu'il faut bien retenir, auquel il faut bien faire attention. Il peut y avoir plusieurs copropriétaires pourvu donc qu'il n'y a pas eu de transfert de garde. C'est une petite subtilité, mais on s'y fait vite. Et donc la responsabilité, elle sera attachée à la garde et non à la propriété, comme pour le fait des choses. Et donc il va incomber au défendeur en sa qualité de gardien, non au propriétaire. Non de propriétaire, donc la qualité de propriétaire. Et donc il va importer de déterminer avec soin qui était le gardien au moment donc, de l'accident. Le principe, c'est le suivant en fait. Le propriétaire d'un animal, il est présumé en être gardien. Donc c'est sur lui que va peser à titre principal la responsabilité, donc sans que la victime ait à établir la qualité de gardien au moment du fait dommageable. Si le propriétaire il va prétendre échapper à sa responsabilité, il va donc lui revenir de renverser cette présomption de fait en démontrant donc qu'au moment de la survenance du dommage, quelqu'un d'autre exerçait tout cela, donc s'en servait, avait l'usage du chien et donc en était le gardien. Il y a donc ce chien en arrière-plan. C'est donc un transfert de responsabilité du dommage qui sera causé donc par l'animal du propriétaire à celui qui s'en sert. Et donc le gardien de l'animal, c'est vraiment celui qui, au moment de la survenance du fait dommageable, a donc la maîtrise de l'animal, ce qui va comporter donc un pouvoir de direction et de surveillance non subordonné, sans intervention du propriétaire, et donc un pouvoir d'usage égal à celui du propriétaire. Ici, dans ce cas-ci, c'est donc un pouvoir de direction et de surveillance. Il n'y a pas le pouvoir de contrôle comme la responsabilité du fait des choses. Donc faites attention à ne pas confondre ces deux régimes qui restent très proches au niveau donc, du gardien de ce fameux pouvoir, parce que dans ce cas-ci, c'est plutôt un pouvoir d'usage. Donc bien faire attention à bien différencier ça, surtout qu'ici, il y a le propriétaire qui s'ajoute, alors qu'il n'y a pas de notion de propriété dans le fait des choses. Et en fait, tout d'abord, ça a été question donc, au niveau de cette fameuse garde, d'une garde juridique qui était donc la maîtrise de l'animal, puis une pleine maîtrise de cet animal, pour enfin finir sur une maîtrise simple de l'animal. Et donc la notion de garde, elle va vraiment pas se réduire à une garde matérielle qui va résulter donc de la simple détention de l'animal. C'est vraiment
un pouvoir juridique, en fait, c'est pas vraiment nécessaire non plus. C'est vraiment entre le simple fait de pouvoir faire, donc la détention matérielle, et un véritable pouvoir de droit. La notion de garde, elle va exiger vraiment ce pouvoir de direction, de surveillance et d'usage. C'est vraiment la maîtrise complète de l'animal. C'est entendu donc comme le pouvoir de le commander, donc de lui donner des ordres quant à son comportement, ou lorsque l'animal n'est pas susceptible d'être commandé ou jouit par nature d'une certaine liberté, c'est le pouvoir de l'isoler, de l'enfermer, de le sortir, ou alors de sécuriser le périmètre de son habitat. Ce qui fait que le transfert de la garde par le propriétaire à un tiers implique plus qu'une remise matérielle sans exiger donc la transmission d'un droit. C'est vraiment le critère décisif, c'est donc la transmission par le propriétaire d'un pouvoir de direction et de surveillance, donc égal à celui qu'il possède lui-même sur l'animal. Et donc c'est une question de fait qui ressort à l'appréciation du juge du fond. Et donc, à nouveau, une détention purement matérielle va ne pas suffire. Par conséquent, celui qui va passer la laisse de son chien à un compagnon de promenade ne fera donc pas de lui, ipso facto, un gardien. Tout simplement, si jamais on vous donne, lors d'une promenade, la laisse d'un chien, qu'il arrive quelque chose, vous n'êtes pas responsable, ça restera le fameux propriétaire. Dans ce cas-ci, le chien qui aboie, c'est plutôt les troubles du voisinage. Mais bon, j'espère que vous ne l'entendez pas et qu'il ne vous dérange pas autant qu'il m'énerve. Parce que bon. Et donc, autre chose. Et donc, dès que quelqu'un va disposer d'un pouvoir incontestable de commandement à l'égard de l'animal, on va considérer donc qu'il en est le gardien. Il importe peu donc que l'animal ait été effectivement gardé ou alors qu'il soit égaré ou même échappé. Autrement, donc, la qualité de gardien, elle ne va pas exclure par le seul fait qu'il y ait donc une détention matérielle de l'animal qui a été perdue. Elle ne va pas exclure donc cette détention matérielle. Et donc le gardien, il va rester tenu des dommages causés par l'animal tant que celui-ci n'est donc pas retourné à l'état sauvage. L'animal qui est égaré, échappé ou alors divagant donc sur simplement la voie publique, c'est le plus grand danger, ce qui fait que ce sera donc toujours lui qui sera responsable. Et donc il y a à nouveau donc cette évolution concernant le préposé que je vous invite à lire. Et donc c'est vraiment l'arrêt de la Cour de cassation du 18 novembre 1993 qui va mettre fin à la controverse, comme quoi effectivement le préposé peut être considéré comme un gardien, même si l'arrêt de 1981 n'a pas été, donc c'est un autre arrêt qui n'a pas été confirmé, le préposé est a quand même la qualité de gardien. Donc ensuite, il y a donc ce transfert de garde. Donc, lorsque le propriétaire d'un animal est donc assigné sur pied de 1385, il peut donc tenter d'échapper à sa responsabilité en prouvant qu'une autre personne avait la garde de l'animal au moment où le dommage s'est produit. La garde, elle va supposer plus qu'une détention donc matérielle de l'animal. Le transfert de la garde, il implique que le propriétaire est donc transmis un pouvoir d'usage égal au sien. C'est donc à dire la pleine maîtrise de l'animal qui va donc comporter ce double pouvoir, qui est donc le pouvoir de direction et de surveillance non subordonné, sans intervention donc du propriétaire. À nouveau, il y a donc au niveau des commerces et transferts d'animaux, le vétérinaire, est-ce qu'il peut être considéré comme gardien? Pareil pour le professeur d'équitation. Je vous invite à aller les lire à nouveau parce que ça peut être potentiellement des questions ouvertes. Donc dans le cas où, par exemple, vous amenez votre chien donc chez le vétérinaire, vous lui donnez la laisse afin qu'il puisse faire le vaccin de votre chien. Est-ce que dans ce cas-ci, votre vétérinaire peut-il être considéré comme gardien? Imaginons que vous devez aller aux toilettes ou des trucs comme ça. Et donc, ça peut vraiment être une question ouverte où vous allez devoir expliquer si oui ou non il est considéré comme gardien et pourquoi. Donc voilà, ça peut être un genre de question ainsi qui clairement pourrait tomber. Donc étudiez bien cette partie-là. Pareil donc pour le professeur, enfin pour l'apprenti cavalier et donc le moniteur d'équitation. Ensuite, il y a donc cet animal susceptible d'être gardé. C'est une condition très très courte, très simple, qui va simplement s'appliquer indistinctement à tous les animaux, peu importe qu'ils soient domestiques, apprivoisés ou alors sauvages. Il faut tout simplement donc que l'animal ait eu un gardien au moment du fait dommageable. Ces animaux qui n'appartiennent à personne, donc ces res nullius, sont donc exclus du champ d'application, évidemment, parce qu'un chat sauvage, une abeille sauvage ou alors le gibier, voilà, on ne sait pas vraiment trouver qui est leur propriétaire, donc on ne peut pas vraiment savoir contre qui on va aller. Par contre, si jamais
par exemple les sangliers ou alors les cerfs qui sont dans un enclos, donc ces animaux qui font l'objet d'une appropriation privative, mais dans ce cas-ci, on sait qui est leur propriétaire. Donc ils rentrent bien dans, dans 1385, mais il y a parfois des lois, par exemple pour les dégâts causés par les gros gibiers, par les sangliers plutôt, pas le gibier, les sangliers. Il y a donc une loi bien précise, donc il faut bien prêter attention à ça. Mais je ne pense pas que Madame Georges ira poser ces questions-là parce qu'on n'a pas du tout cette loi dans le recueil, donc ne vous en faites pas, retenez juste que ça s'applique à tous les animaux sauf les res nullius et qu'il faut qu'il y ait un gardien au moment du fait dommageable, tout simplement. Ensuite, la troisième condition, c'est donc un fait de l'animal en lien causal avec le dommage. Donc, il est nécessaire et suffisant que ce dommage ait donc été causé par un animal. S'il n'est pas causé par un animal, il n'y a pas d'intérêt à appliquer 1385. Donc, ça ne sert à rien d'aller chercher la preuve d'un quelconque vice de l'animal. Il n'y a pas de vice au niveau de l'animal. Ce sera donc son caractère normal ou alors anormal au moment du fait dommageable qui ne pourra pas apparaître comme une condition de la responsabilité du gardien. Donc ça aussi, on peut le mettre sur le côté. Ce qui fait qu'on va effectivement se dire que donc, le dommage, il est soit en lien causal avec un fait de... Pardon, le dommage, il doit être en lien causal avec un fait de l'animal, mais il n'est toutefois pas nécessaire qu'il y ait eu un contact entre l'animal et la victime. Il suffit en fait de démontrer à nouveau que sans le fait de l'animal, le dommage ne serait pas produit tel qu'il s'est réalisé in concreto. Ce qui fait donc que cet animal est interprété très largement. Un exemple que Madame Georges avait donné lors des cours, c'est cette fameuse personne qui garde le chien d'un de ses amis et en le promenant sur un parking, le chien va aboyer, surprendre un passant qui va tomber et se blesser, et donc même se blesser très gravement vu qu'il va devenir paraplégique. Et donc il n'y a pas eu de contact en fait entre l'animal et la victime, donc il n'y a pas à en avoir. Il suffit simplement en fait qu'il y ait eu que sans le fait de l'animal en fait, il n'y ait pas eu de dommages et voilà. Et donc le fait de l'animal ne doit donc pas être la cause directe ou alors immédiate du dommage. Il est possible que ce soit donc une cause intermédiaire qui va donc venir s'insérer entre ce fait et donc le dommage subi. Et enfin, donc, il y a ce fameux dommage subi par le tiers. Au niveau donc, de la précédente condition, donc, du fait de l'animal en lien causal avec le dommage de la victime, n'hésitez pas à aller lire, il y a un peu plus d'explications au niveau donc, normalement du fait que si l'animal n'a été qu'un instrument purement passif, par exemple, le gardien, il pourra peut-être échapper à sa responsabilité, mais bon, voilà, c'est juste des petits trucs à lire en plus, au cas où, mais je n'en voyais pas l'intérêt d'aller plus loin. Et donc ensuite, il y a donc ce dommage subi par un tiers, comme je vous disais, où donc, tout le dommage est réparable au sens de 1385. Donc à nouveau, il faut qu'il soit certain et personnel. À nouveau, ce sont donc les bases vues dans le chapitre du dommage au tout début du cours, dans la première vidéo. Et donc ça va constituer la lésion aussi d'un intérêt qui soit stable et donc légitime. Il faut aussi donc que la victime soit un tiers par rapport au gardien. Il y a toujours cette condition d'altérité. Ainsi, toute personne qui va subir un dommage causé par le fait d'un animal, qu'elle était donc chargée de soigner, de conduire, de surveiller, ou dont elle n'avait en somme que la détention matérielle, donc sans s'être vue confier à la garde, peut donc être considérée comme un tiers. Vous allez donc à nouveau chez le vétérinaire, vous lui donnez la laisse juste parce que vous aimeriez bien refaire votre lacet. Dans ce cas-ci, eh bien, votre chien va mordre le vétérinaire. Vous êtes donc le propriétaire. Vous n'avez pas transféré cette garde. Il a juste une détention qui est matérielle de l'animal. Et donc, si votre chien mord donc le propriétaire, le vétérinaire, vous êtes donc responsable de ce dommage. Comme on est responsable des aboiements du chien là actuellement. Et donc, vous pourrez donc invoquer 1385 donc contre, le vétérinaire pourra donc invoquer 1385 contre vous. Et donc le propriétaire d'un animal qui a transféré la garde à une autre personne peut aussi être considéré comme un tiers et se prévaloir de 1385 s'il est donc lui-même victime du fait de son animal. Donc toujours en reprenant l'exemple avec le vétérinaire, si jamais vous lui transférez la garde, vraiment ce transfert de garde, et que votre chien, imaginons, il va recevoir son vaccin et il a un comportement qui est totalement anormal, et sans vraiment faire attention, il va vous mordre. Dans ce cas-ci, vous pourrez vous prévaloir de cet article contre votre propre chien et contre votre vétérinaire qui sera donc considéré comme un gardien. Et donc, ça va donc être une présomption irréfragable.
Il est possible donc d'échapper à la responsabilité en apportant la preuve d'une absence de faute. L'idée, en fait, c'est que le préjudice causé par l'animal était vraiment imputable à un défaut de vigilance de la part du propriétaire ou alors un dressage inadéquat, voire même un manque d'attention de la part de celui qui s'est donc servi de l'animal. La responsabilité, elle va vraiment reposer au départ sur une simple présomption de faute. Seulement, il y a vraiment ce revirement de jurisprudence qui va donc nous mener à cette présomption irréfragable à partir donc d'un arrêt de principe de la Cour de cassation du 23 juin 1932 en Belgique. Ce qui fait donc que c'est bien une présomption irréfragable. Je fais juste le rappel qu'avant, c'était donc une présomption de faute. Et donc aujourd'hui, on a donc cette présomption légale et irréfragable de faute dans le chef du propriétaire ou alors du gardien de l'animal. Et donc le gardien, il ne pourra donc pas s'exonérer par la preuve qu'il n'a pas commis de faute. Il n'est donc pas admis à apporter la démonstration qu'il a donc correctement dressé son animal, voire qu'il exerçait sur celui-ci une vigilance adéquate ou qu'il n'aurait pas pu empêcher le fait dommageable. Sa responsabilité, elle reste vraiment en principe retenue dès l'instant où la victime établit donc qu'il y a un dommage causé par un fait de l'animal. Le défendeur, il peut naturellement tâcher de convaincre le juge que les conditions même de sa responsabilité ne sont pas réunies, mais encore faut-il qu'il arrive à se dégager en démontrant que l'accident est donc imputable à une cause étrangère exonératoire. À nouveau, donc, je vous offre ce magnifique petit tableau. Et donc, comme toujours, il faut que ces causes étrangères exonératoires soient exclusives afin de pouvoir être exonérées. Si elles ne sont pas exclusives, par exemple dans le cas de la faute de la victime, si ça a seulement contribué, il y a donc à nouveau ce partage de responsabilité. Et donc voilà, au niveau de la responsabilité du fait des animaux. D'ailleurs, vous pouvez voir que donc, c'est bien 1385 et pas 1384, alinéa premier au-dessus. C'est donc une très belle erreur. Donc voilà, j'espère sincèrement que ça va vous aider à comprendre donc, ce régime qui en soi n'est pas très compliqué, c'est juste qu'il y a quelques petites choses à bien savoir, mais c'est pas vraiment un régime très compliqué. Donc à nouveau, ne pas oublier donc la structure de chaque régime, qui est donc bien les conditions, les effets et enfin comment on se défend. Dans les conditions, d'à chaque fois bien préciser chaque condition, ses définitions, faites bien attention à ça, à bien les connaître. Ce n'est pas pour rien qu'elles sont dans le cours, on est quand même en droit. Dès que vous voyez un article, mettez-le bien dans votre code avec un cavalier, soulignez-le pour ne pas l'oublier et toujours vous référer à votre code. À chaque fois bien expliquer vraiment tout ce qu'il y a dedans, c'est super important d'avoir une bonne structure. Au niveau donc des conditions, des effets, donc préciser quelle sorte de présomption c'est, si c'est une responsabilité objective, à base de fautes prouvées, peu importe, bien le préciser. Et aussi pourquoi. Et enfin, comment on peut se défendre en tant que responsable, que fautif. Et si on peut invoquer donc des causes étrangères exonératoire, s'il y a une faute, est-ce qu'on peut renverser cette présomption de faute, vraiment bien agencer votre réponse et vraiment tout utiliser en fait. C'est super important que les casus soient le plus complets possible. Et pour terminer, ne pas oublier que donc, s'il y a plusieurs fautifs, bien préciser donc, qu'il y a cette condamnation in solidum qui reste bien présente. Donc, il faut vraiment parler, c'est super important. Ne pas oublier donc de toujours commencer par 1382 et 1383 dès qu'il y a une faute. S'il n'y en a pas, ça ne vaut pas la peine.